Bonjour, merci d'être avec nous pour cette troisième édition de Vice Versa qui essaye de faire le lien entre la recherche et la création numérique. Nous avons appelé ça aujourd'hui Horizon numérique avec nos partenaires de vidéographie, dûment représentés ici par Robert Stéphane, Dick Tomasevic qui va modérer les débats du matin et d'autres qui sont dans la salle également. Et donc en quelques mots, l'esprit de ces rencontres, de ce forum, vice-versa, c'est bien justement de connecter deux mondes qui ne sont parfois dans le concret, mais de manière parfois encore un peu trop cloisonnée, celui de la création numérique et celui de la recherche, des laboratoires universitaires, mais aussi des laboratoires privés, voire des start-up dites innovantes, le mot un petit peu à tiroir aujourd'hui, et de les faire présenter ce qu'ils font ensemble, ou ce qu'ils désiraient faire ensemble, on verra plutôt ça l'après-midi également, et également de créer des contacts concrets entre eux, et on a vu que jusque maintenant, ça s'est quand même pas trop mal passé. On avait commencé ces vice-versa de la recherche à la création numérique avec l'Institut de recherche Numédia, qui est un institut de recherche à Mons, mais qui est aussi actif ici à Liège et un peu partout, en Fédération Unébruxelles, mais aussi internationale, qui travaille justement pour la technologie des arts numériques. Rémi Saunier, on va poursuivre avec vous pour finir cette table ronde. Alors, finalement, on a parlé de l'université, puis on a parlé de la création. Vous êtes entre les deux, de quelque sorte. Oui, tout à fait. Donc, moi, je suis dans un laboratoire d'image numérique et réalité virtuelle. On essaye d'appréhender la réalité virtuelle et la création d'art numérique sous un angle assez large. Et moi, j'appréhende cette question sous l'angle du jeu vidéo. Avec le collectif Alinéaire, on a essayé de faire une autre approche assez différente. On a été contacté par l'association La CIMAD qui s'occupe d'accompagner les migrants en France notamment et de sensibiliser à la question de la migration, et ils nous ont contactés par l'intermédiaire de la bibliothèque Václav Havel pour créer un jeu vidéo qui puisse sensibiliser à la migration. Donc on rejoint finalement ce jeu que tu montrais du Syrien qui lui, de par son propre vécu, essayait de témoigner, de donner une histoire personnelle à travers le jeu. Nous, on est des Français parisiens, classe moyenne, tranquillement, on a un vécu général, social et économique assez tranquille, et on nous demande, voilà, vous allez vous mettre à la place de personnes qui se font bombarder leur ville du jour au lendemain, et vous allez essayer de créer un jeu autour de ça. L'idée, c'était de jouer justement sur cette déstabilisation perceptive, pour essayer de marquer l'esprit, se poser la question, mais finalement, vous voulez être à la place d'un migrant, mais est-ce que c'est concrètement possible? Est-ce que vous pouvez avoir la prétention de comprendre ne serait-ce que le dixième de ce que quelqu'un vit lorsque sa ville, ses amis meurent, qu'il doit traverser des continents? Voilà. L'idée, c'était de commencer à aborder en fait ce genre de questions, mais par des principes du jeu vidéo. Sur l'abstraction, est-ce que c'est quelque chose aussi auquel vous êtes sensible et qui est une des questions de votre travail? Oui, étant donné que je suis profondément incorporé, étant un danseur qui est un chorégraphe, donc qui travaille avec les corps, les questions du virtuel qui est une sorte, c'est la représentation, mais éloignée ou peut-être pas, peut-être finalement, ça dépend de la virtualité. Mais le lien entre la représentation du danseur et son espace scénique et la participation de lui-même reflétée dans les technologies sur lui-même, une espèce de boucle vertigineuse qui peut se faire de son corps et de ses actions, m'interroge énormément. Et quand on le voit en électronique, à ce moment-là, cet avatar, elle est troublée, il est différente. Mais, puisque la caméra 3D, elle est à 60 frames par seconde et les articulations sont telles, la résolution de la caméra 3D est très très précise dans l'espace trois-dimensionnel, ces impulsions, ces mouvements sont très très fidèles. L'intérieur de sa danse, son corps, ses impulsions, vraiment ses instincts sont révélés. Littéralement révélé dans l'image qui est projetée. Et ici, c'est enregistré par la suite, sa danse, et il est enregistré plus, avec une plus haute résolution en quelque sorte qu'un vidéo. Parce que c'est en 3 dimensions. Et donc,
c'est assez étrange à comprendre, mais il faut le faire l'expérience pour le savoir. Il suffit de mettre dans un Kinect avec un avatar et suivre votre propre corps dedans pour savoir comment c'est ce genre de feedback, cette réflexion. Anyway, ça a un impact important sur le danseur sur scène, très important, et c'est plutôt quelque chose de renforçant. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui, de manière générale, c'est pas quelque chose qui, je pense, c'est mon point de vue, qui enlève la puissance du danseur, ou bien qui le fait mal, ou bien qui vole son âme, comme les Indiens de l'Amérique pensaient dans l'image à aller le faire. C'est pas quelque chose qui les dénature en quelque sorte. C'est quelque chose qui redit sa nature, puisque ces impulses sont véritables, qui sont dans le timing et dans les petits mouvements en trois dimensions dans l'espace, sont véritables lui-même. C'est encore plus lui en tant que danseur que son image captée. Pour situer un peu les choses, en fait, dans notre démarche, on sent assez en écho avec ce que M. Blumenthal expliquait sur le rapport entre l'artiste et la technologie, sauf que moi, mon background, il est plutôt journalistique. Mais sinon, sur cette relation entre force et maîtrise, il y a un peu la même démarche. Donc, je suis ici avec deux casquettes. Donc, à la base, je viens du journalisme, et puis j'ai quitté le journalisme pour faire ce type d'expérience, en créant d'abord Instant Production. Alors, c'est pas évident d'expliquer ce que fait Instant Production. En venant ici, je me suis rendu compte qu'en fait, Instant Production est à une structure de travail ce que le transmédia est au récit, en fait. Donc, au départ, en fait, à l'initiative de ce projet, c'est pas une démarche d'auteur, c'est une association qui s'appelle le Forum Bruxelles contre les inégalités, qui voulait parler de la thématique de la précarisation de la classe moyenne, voire même du déclassement de la classe moyenne dans une ville comme Bruxelles. Et donc cette association vient nous trouver, à l'époque Instant Production, en disant voilà, on voudrait faire un web documentaire. Instant Production entre en contact avec un diffuseur classique, la RTBF, et donc ça forme une sorte de triangulation qui pourrait avoir l'air classique, mais en fait qui ne l'est pas tant que ça. Parce que si vous regardez, d'un côté vous avez de l'associatif, de l'autre côté vous avez une structure de production, et d'un autre côté vous avez un média de service public, mais en fait ça peut se traduire par, vous avez une structure qui veut faire de la com, vous avez une boîte de prod qui est a priori plutôt dans une démarche artistique ou créative, et vous avez un média avec un service d'information journalistique qui a des exigences, une rigueur, une éthique journalistique. Et ce genre de triangulation, dans toutes les bonnes écoles, et à commencer par la faculté de philosophie et lettres de l'Université de Liège, on vous apprend que ça ne peut pas marcher. Notamment la ligne communication, exigence journalistique, ce sont deux choses fondamentalement différentes. Sauf qu'on sait très bien que dans la réalité, les frontières entre ces différents pôles sont beaucoup plus poreux que dans la théorie. Et ce que permet des expériences comme les expériences transmédia, en fait, c'est de révéler ça et de beaucoup plus l'assumer, en fait. Et donc, dans cette zone grise au milieu, en fait, c'est le terrain de jeu d'Horzone. Et c'est pas par hasard si Horzone s'appelle Horzone, c'est parce que voilà, ça c'est là où moi je m'amuse beaucoup, c'est dans ce no man's land, au milieu de la communication. Le forum peut faire une campagne de sensibilisation, de l'exigence journalistique, du besoin de rigueur, et de la liberté de ton et de point de vue que je veux moi en tant qu'auteur. Donc bonjour à tous, je m'appelle David Grognat, je suis un chercheur doctorant dans le service du professeur Jacques Verly. Alors, globalement, aujourd'hui, je vais vous parler un tout petit peu du sujet de ma thèse et je vais déborder un petit peu. Donc, globalement, le sujet de ma thèse, c'est l'analyse automatique de contenu stéréoscopique. On va commencer à se poser la question, qu'est-ce que la bonne 3D, déjà? Parce que la bonne 3D pour moi n'est pas du tout la même 3D pour Antoine, pour Jacques ou pour quiconque d'entre vous. Ça se passe tout à fait, c'est remarquable quand on va voir un film en 3D, on sort tous avec un a priori différent. Des gens sont beaucoup plus critiques, des gens sont beaucoup plus fans, et ainsi de suite. Donc, j'ai eu l'occasion de superviser le travail de fin d'études d'un étudiant en psychologie, Séverin Locke, qui a pour promoteur Anne-Sophie Nissen du LECID, donc c'est le laboratoire d'ergonomie cognitive et d'intervention au travail, et le professeur Verly. Alors, au début de son travail, il s'est d'abord posé la question, une question exploratoire. Comment le public perçoit-il la 3D? Et donc, il a posé 3 questions à 82 sujets. La première question, c'est choisissez 3 facteurs qui font pour vous un bon film 3D. 2, quel est le but de la 3D dans ce film? Et 3,
avez-vous aimé l'utilisation de la 3D dans ce film? Et si ce n'est pas le cas, quels sont pour vous les points à améliorer? Alors, on va voir un petit peu ce que les gens ont répondu à ces questions. Alors, il y a eu beaucoup de réponses différentes et il les a regroupées dans 10 catégories différentes. Et on peut voir que les éléments les plus importants pour un bon film 3D, pour les gens, c'est tout d'abord la qualité de la 3D. Donc comme quoi, les questions « qu'est-ce que sont les erreurs ?» et « mon travail » est quand même un peu utile, chouette. Ensuite, on voit que ce qui est important, c'est les effets. Donc les gens sont quand même en recherche d'un peu de sensationnalisme. Et juste après, arrive la notion beaucoup plus d'immersion et de réalisme. Aussi. Et là, on continue, parce que ce n'est pas simplement dans le monde virtuel, on continue dans le monde réel. Et là, on crée des insectes solaires. Et là, finalement, de passer ce virtuel, là, on revient avec les composants électroniques, avec toujours avoir cet esprit de comment donner une forme de vie, mais autonome. Qui est lié au vivant. Hein. Oui. Et là, on a aussi un projet, pas seulement chez la Terre, où on vit de partir dans l'espace. Et là, on a commencé à faire Animat, dans le vivarium, avec des panneaux solaires, des cellules sensitives, grâce à la lumière, hein, qui peut chanter, c'est-à-dire qu'il faut lui donner l'énergie dans la lumière. Et puis, Animat, plus loin, on aime bien qu'il se connecte et puis on puisse partir dans l'espace autonome, c'est-à-dire autonome dans le côté toujours de l'énergie. Je pense, l'Internet des objets, au début, c'était assez intriguant. Moi, je trouvais ça toujours très cool, disant tout est connecté. Et si on a des informations, on peut faire plein de choses et on peut aussi mettre de l'efficacité dans la chaudière, dans la façon de vivre, en fait, faciliter la vie quotidienne. Mais on peut aussi, comment dire, avoir une valeur ajoutée. Donc, je regarde une façade du bâtiment, je peux avoir des informations supplémentaires. Après, ce qu'il faut voir aussi, en Europe, on a pas mal de problèmes, on a trop de circulation, on a la pollution, et aussi, on a de plus en plus de gens âgés, mais on a des gens actifs, donc de plus en plus, il faut avoir de l'assistance dans la vie qui nous sert, mais juste qui n'est pas pour passer son temps au pays ou pour être frustré. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne savent plus manipuler la technologie, est-ce qu'on peut encore faire plus là-dessus? Donc il y a des questions en valeur. En plus de ça, il y a une autre question. On n'a plus assez de place de travail en Europe, donc tout le monde crie et croit la croissance. C'est nécessaire, ça va le faire. Donc tout le monde dit croissance, croissance dans une économie saturée. Nous ne sommes pas en Inde, au Brésil, en Chine, donc nous sommes vraiment ici. Et il n'y a pas de solution. La seule solution, il faut encore faire plus. Donc, ok, on va aller vers devant. Alors, ce qui se passe actuellement, l'Internet des objets est tout à fait prometteur parce qu'on peut penser à un tas de choses, des services, des produits, des objets magnifiques. La croissance, start-up, les grosses entreprises, tout le monde en parle. Hein. Il y a 4 ou 5 ans, nous on a fait soutenir le programme de recherche avec les entreprises IBM, SAP, etc., SAP, grosse boîte de logiciels. Ils ne voulaient pas en savoir, il n'y avait pas de business. Aujourd'hui, ils parlent si eux ont d'abord à monter. D'accord. Alors, croissance pour tout. Et là, je commence à être un peu devenu critique dans le sens, si la croissance est le seul objectif, ou c'est ça, la fin en soi, ça n'apporte plus grand-chose. Hein? Parce qu'à la fin, ce qu'on va voir, on va produire du n'importe quoi, on va faire des frics, mais on ne va pas avoir des solutions intégrées qui aident aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou à tout le monde. Hein? Exemple, vous prenez une douche, vous voulez juste avoir, vous voulez économiser de l'eau. On peut mettre un petit capteur, on va dire 20 litres, très bien. Aujourd'hui, non. Il faut avoir un capteur, il faut avoir un réseau, une solution dans la cloud, il faut avoir un service, il faut payer, il faut s'inscrire, ça ne marche pas. On va vous donner peut-être des informations supplémentaires. Je vois que tu prends trop de l'eau chaude, peut-être tu as un problème avec ta peau, je te vais encore prescrire une crème. Voilà ce genre de trucs. On crée beaucoup de faces, de bling-bling, c'est très bien. Mais en soi, on crée plus de problèmes parce que finalement, tout le monde est occupé, frustré avec ça. On va dépenser beaucoup plus d'énergie et seulement on ne va pas résoudre le problème parce que le problème, c'est la base, c'est juste réduire la consommation de l'eau. Moi, je me suis toujours servi d'une méthodologie que j'ai comprise plus tard qui s'appelle l'art combinatoire. Donc, de la photo, je suis arrivé à la vidéographie, de la vidéographie d'art avec des gens que j'appelle. De
la vidéographie, j'ai un petit peu débordé un moment sur le cinéma, puis je suis repassé directement à l'art contemporain, qui était vraiment ce qui m'intéressait le plus. Je ne saurais pas me définir comme un artiste contemporain, encore moins comme un artiste numérique. Je suis dans le même cas que Sébastien, je saute d'art en art sans arrêt, ce qui m'amène à être en auto-formation tout jour, 2 jours semaine, je crois, quelque chose comme ça. Je suis tout le temps en auto-formation, je ne fais pas appel de haut pôle ou à des choses comme ça, parce que j'aime beaucoup connaître la totalité du processus de création. Ce qui fait que pour l'instant, voilà, on peut peut-être... Alors ici, la pièce Schadenfreude qui est ici en dessous, c'était sur... c'est un robot, c'est un terme allemand qui veut dire qu'il y a une espèce de joie à se réjouir de voir quelqu'un qui tombe, par exemple. Et ici, c'était une commande pour une série de bus où on devait intervenir dessus. C'est un robot que j'ai automatisé de façon à mettre 22 extraits de films où chaque fois les gens demandent « arrêtez le bus, s'il vous plaît ». Et je peux aller taper où je veux l'image que j'ai envie de faire. Par exemple, voilà, ça c'est un exemple. Mais dernièrement, je vais faire de la gravure laser, donc on parlait de motion capture, je fais mes propres motion capture, de moi en train de trier les 3 religions monothéistes, et aussi de faire les gestes de la bourse, parce qu'il y a toute une nomenclature dans la bourse, c'est associé à un geste à un autre. Tu peux peut-être descendre. Attends. Oui, mais non, plus haut, c'est plus haut, parce qu'il y a eu avant une vidéo de ça. Voilà, là en dessous, Vanity Fair 5. Oui, voilà. Voilà, et ça c'est un peu un grand rêve, c'est-à-dire de ne plus avoir de prise électrique pour une exposition. C'était mon rêve depuis 20 ans, je l'ai fait, et c'est vraiment bonheur. Donc voilà, je passe toujours d'une chose à l'autre. J'ai fait aussi la matérialisation de voix, chose qui n'est pas du tout unique, mais par contre je fais tourner l'onde de la voix. J'ai travaillé avec la voix d'Antonin Artaud qui dénonçait toute nouvelle forme de technologie. Voilà, ici en dessous, où ce sera le règne enfin de tous ces faux produits fabriqués, ces ignobles ersatz pathétiques dont la seule nature vraie n'a que faire. Un tout petit peu plus haut. Voilà. Ceci, je vais cliquer. Voilà. C'était au Théâtre de Liège, et ici, voilà, c'est une série. Donc c'est toujours de la combinaison. Je vais matérialiser la voix d'Artaud, qui lui-même dénonce une forme de croyance qui est la croyance en nouvelles technologies. Une petite mise en abîme, si on peut dire. Voilà, à peu près, c'est un peu comme ça que je passe toujours d'une chose à l'autre, tout en dénonçant l'art, ses travers, les croyances en termes généraux et leurs travers. Alors en ce qui concerne l'enseignement, ici on a un travail de Gina Kurnel on a ouvert une section un peu de soutien, une des étudiantes de l'Académie qui est sortante. C'est un peu la même chose, j'essaie de la ramener, si c'est de la gravure 3D, si c'est de l'impression 3D, de la gravure, de l'Arduino ou du mapping, que sais-je, j'essaie de leur donner la possibilité de combiner avec leur possibilité de s'exprimer, leur ouvrir des portes. J'essaie pas de leur apprendre à coder parce que je crois que c'est tout à fait autre chose qu'une démarche, mais justement donner des outils à des plasticiens de façon simple et claire, sans pour autant les noyer dans des processus mathématiques. C'est un peu ça l'enjeu, en tout cas de ce que j'essaie de faire à l'Académie des Beaux-Arts en tant qu'enseignant. On le conçoit un peu comme un framework. Maintenant, on a établi toute la base du système, on a le logiciel, on a la structure architecturale, et à partir de ce dispositif, on peut maintenant commencer à raconter des histoires différentes, si on le désire. Ça a pris combien de temps au total, l'optimisation d'Optimum Park? On fait remonter l'origine du projet à 2007, durant les études, un an, ça a reparé, où j'avais reçu un exercice qui était de créer un fanzine. Ça n'avait rien à voir avec le numérique. Mais pour faire le fanzine, j'avais commencé à contacter tout un tas de personnes avec des pratiques fort différentes, qui devaient se retrouver au sein de cet objet et qui devaient fonctionner en écosystème, où le texte n'était pas subordonné à l'image pas subordonné au texte, et ça c'est vraiment le point de départ. Ensuite, on a commencé à performer, en se mettant ensemble, en groupe, en faisant des trucs, sans réelle coordination, mais on n'était que nous et le public était à l'extérieur. On se dit tiens, c'est quand même... on arrive dans ce truc de trance. Moi j'étais fort inspiré par la rêve, par la techno, où en fait, là, je veux dire, à la différence d'un concert rock, on n'est pas face à un groupe en train de faire aller sa tête, tout le monde danse, personne n'est visible, et on voulait essayer de retrouver cette énergie-là. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu
commencer à intégrer le public pour que le public ne soit pas extérieur à la performance, mais qu'il participe de l'environnement total. Et donc on a commencé à expérimenter ça, et c'est de là qu'est venu, tiens, comment on va les faire agir. Ça va du questionnaire à la destruction d'une voiture au BP. C'était assez impressionnant. Je crois qu'on le vend facilement quand on propose de casser une voiture, parce que tout le monde est assez excité à l'idée de détruire des choses. Oui, c'est vrai. Il y avait des soirées comme ça à Bruxelles il y a 15 ans, dans une champignon-nière. Il y avait tout un espace où on proposait aux gens de détruire. Voilà, c'était l'espace le plus plein. Donc en fait, on exploite des instincts assez primaires pour pouvoir vendre notre projet. En gros. Moi, je suis un commerçant. Donc ça, c'est Optimum Park. J'ai d'autres projets en lien avec le numérique. Simplement, Sébastien, je vais te poser une question sur Optimum Park. Oui. L'idée de la performance, le fil rouge, c'est quand même une critique de l'optimisation, entre guillemets, à tout craint de l'humain, ou de l'inhumain, maintenant, je dirais, dans une société de plus en plus performante. Est-ce que c'est... Il y a, en fait, c'est une grille de lecture que beaucoup utilisent. Moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse personnellement dans le projet, c'était plus justement exploiter cette capacité de l'humain à être facilement utilisable pour arriver à la performance finale. Moi, mon objectif, c'est l'expérience esthétique. Et en fait, on exploite. Donc, on est parti notamment d'une expérience qui s'appelle l'expérience de 1000 grammes, en fait, où on se rend compte, elle est bien connue, voilà. Et on se rend compte que dans un groupe, les sujets suivent assez facilement les injonctions. Et donc, on a exploité ça pour mener vers une expérience de groupe. Parce que d'une certaine manière, voilà, les systèmes sont comme ils sont, on doit fonctionner avec, on a peut-être quelques capacités à agir sur ces systèmes, mais globalement, on doit les subir. Donc, comment peut-on les subir de manière heureuse? Comment peut-on les exploiter au mieux? C'est plutôt là que je travaille personnellement. Je dis je parce qu'on est une équipe, et au sein de l'équipe, on a différentes sensibilités. Chacun y met un peu du sien, et tout ça fait la soupe. Je vais pas être beaucoup plus long, je ne vais pas expliquer tout ce que nous faisons. Nous voulons faire de la Wallonie une terre numérique, mais je pense que au travers du programme Creative Wallonia, qui est un programme fondé sur la créativité et qui est surtout l'imaginaire créatif, et donc aussi la créativité non technologique, c'est-à-dire de ne pas produire des nouveaux médicaments, mais bien de produire des process, des réflexions, nous devons faire en sorte que l'art numérique, la recherche numérique et la recherche en art numérique soient vraiment soutenues, parce qu'elle est un des piliers de la société dans laquelle nous allons vivre. Et s'il n'y a pas une appropriation par les artistes et une diffusion forte, et nous sommes ici à la RTBF, et nous savons que les arts numériques n'ont pas encore une très grande place, mais je suis aussi le ministre de tutelle de la RTBF pour ceux qui l'ignorent, donc on va aider, mais de faire en sorte que ce soit accessible au plus grand nombre. Je sais qu'un certain nombre d'élites, voire d'élitistes, considèrent que si la masse s'occupe de l'art, l'art est avili. Ce n'est pas ma théorie, je pense qu'au contraire, l'émancipation humaine passe par la connaissance et pas simplement par, je dirais, des jeux vidéo, mais aussi par tout ce que l'art numérique peut nous apporter, et qu'il y a une véritable valeur citoyenne et une véritable valeur humaine à développer ces technologies, même si dans un premier temps, et pour certains, elles peuvent paraître ardues parce que déconcertantes. Et donc, ma seule présence cet après-midi, c'était de vous dire que nous soutiendrons les initiatives dans les mesures des moyens budgétaires, mais nous soutiendrons les initiatives pour permettre à un certain nombre d'acteurs de développer leurs capacités, tant au niveau de la recherche qu'au niveau de la production artistique. Merci en tout cas pour votre engagement et votre soutien bien réel. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci à Vidéographie, notre partenaire. Merci à Dick Tomasovic pour sa modération élégante et subtile du matin, avoir tenu le timing aussi entre tous ces experts et professeurs d'université là-bas. Merci
merci à Jacques Urbanska qui a modéré avec moi et préparé les débats et les présentations de l'après-midi. Merci à toute l'équipe. Merci à tous.